Bonjour et bienvenue pour la 9e émission du Grand Rebond. Yoga, pilates, méditation de pleine conscience et bien d'autres pratiques dont nous entendons de plus en plus parler pour leurs bienfaits ont des points communs entre elles et parfois des origines communes. Mais surtout, quel est le lien entre ces pratiques et le développement durable et pourquoi les entreprises font-elles de plus en plus l'objet de formations pour acquérir de nouvelles compétences que l'on appelle soft skills, qui sont plus des compétences d'ordre personnel que professionnel. Nous allons découvrir tout cela avec l'invité du jour, Erika Réau, fondatrice de GoTo Wellness et coach spécialisé en pratique somatique. Ensuite, Jean-Luc Gambet, fondateur du groupe média Vovox et expert du secteur de l'assurance, réagira et évoquera notamment les dernières mesures légales entrées en vigueur pour développer le sport et la prévention santé. Bonjour Erika. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le voit derrière toi, tu voues au livre une véritable passion. C'est fusionnel, on peut presque dire que c'est corporel. Et c'est justement le rapport au corps qui est le sujet de notre émission. Je vais te présenter dans un premier temps. En quelques mots, tu as grandi en Colombie, où la danse et le rapport au corps sont solidement ancrés dans la culture et le quotidien. Ton parcours en danse t'a amené très tôt aux pratiques douces comme le pilate, le yoga et la méditation. Durant tes études en Colombie, tu as étudié d'abord la sociolinguistique et rejoint un groupe de recherche universitaire sur l'espagnol parlé en Amérique latine. Puis, arrivé en France, tu as d'abord étudié la littérature à l'université d'Angers. Ensuite, et après avoir fait le Conservatoire national de théâtre, tu as poursuivi avec les Beaux-Arts, ce qui t'a permis de réaliser un premier documentaire sur la danse tango, notamment sur le rapport au corps et l'apprentissage du mouvement. Et à chaque fois, le lien entre culture et corps t'a suivi. Et ensuite, au fil des années, tu as d'abord enseigné les pratiques dans différentes associations, tout en poursuivant ta formation en pilates, yoga, méditation et en éducation sportive. Et maintenant, depuis 5 ans, tu interviens dans les entreprises pour contribuer à la qualité de vie au travail en utilisant ces méthodes pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et réapprendre à se concentrer dans un monde ultra connecté tout en continuant à te former avec récemment un diplôme universitaire à Lyon en pratique somatique et actuellement tu suis une formation spécialisée en Feldenkrais. Alors, j'ai cité quelques noms de pratiques somatiques, Feldenkrais, yoga, pilates. Le grand public connaît un certain nombre de ces pratiques, au moins de noms, mais assez rarement le nom des personnes qui les ont créées et l'histoire qui les relie. Et pour comprendre à quoi elles servent véritablement, il faut en connaître le contexte et les origines de départ. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous dire quelques mots à propos des fondateurs et fondatrices de ces différentes techniques? Oui, en effet, les pratiques somatiques, seulement il y a quelques décennies, en fait, ont commencé à être très connues, surtout parce qu'on les introduit dans les milieux associatifs, dans les milieux scolaires et aussi professionnels. Mais en fait, avant, c'était les artistes qui mettaient en place ces méthodes, qui utilisaient ces méthodes pour leurs pratiques et aussi dans le milieu médical pour des objectifs thérapeutiques. Et les pratiques somatiques, elles sont nées, je pourrais dire, entre le milieu du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle. Et elles étaient, en fait, elles cherchaient des données, des nouvelles réponses à une conception du corps, en fait, une compréhension du corps. Et en fait, ça a été aussi, ces questionnements aussi, elle a été posée par les sciences physiques, par d'autres sciences humaines, et du coup, tout ça, en fait, ça interagit. Du coup, pourquoi de l'importance des recherches des questions. Et ensuite, il y avait eu aussi un envie de sortir de la dichotomie classique, c'est-à-dire de la séparation entre le corps et l'esprit, et l'humain et l'environnement. Et toujours dans cette idée-là de créer, en fait, de sentir l'être humain, l'être vivant, l'environnement comme une unité.
Et en plus, il y a eu aussi un boom de la technologie aussi qui a créé aussi un grand enthousiasme. Et en même temps aussi, au fur et à mesure en fait qu'on voyait développer ces technologies, en fait, on avait vu une grande déception aussi parce que ça créait de l'aliénation. Et on le voit bien, par exemple, dans le film de Charlie Chaplin, les temps modernes, où comment la machine, comment les nouvelles technologies réduit l'homme à une machine, réduit l'homme à un seul, en fait, une seule tâche. Et aussi comment, en fait, dans le film, on le voit bien à travers le corps de Charlie Chaplin, comment ça affecte aussi la partie psychologique. Et alors, du coup, ce qui est très intéressant aussi côté fondateur, pour répondre à ta question, du côté fondateur et surtout le parcours personnel, on voit qu'il y a, en fait, il y a soit la maladie, soit l'accident qui va aussi questionner, qui va susciter des questions et qui va donner l'envie de créer des nouvelles manières de traiter le corps, de traiter la maladie, de guérir, en sachant aussi qu'à cette époque-là, parfois la médecine n'arrivait même pas à répondre à ces questionnements. Et on a un exemple, je vais vous montrer une image de Mabel Todd. C'était elle était considérée comme la pionnière des pratiques somatiques. Elle donnait des cours de chant aux États-Unis, à Boston, et elle a fait une chute très très grave qui l'a empêché de marcher. Et c'est à partir de ces moments qu'elle s'est dit qu'elle voulait en fait trouver une application entre la physique et la mécanique pour trouver en fait un équilibre corporel. Et à partir de cette approche-là, il y a eu d'autres questions qui ont apparu. Il y a ensuite des questions qui aussi nous-mêmes aujourd'hui nous posons. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que même si ces questions sont il y a un siècle, ce sont des questions qui sont toujours d'actualité. Une première, en fait, comment le corps en fait peut s'ajuster à la pesanteur, à cette force de gravité qui est constante. Et l'autre, c'est de quelle manière, en fait, notre image de soi, aussi les codes sociaux vont déterminer ou déterminent-ils nos manières de nous tenir, notre posture. Et ensuite, une autre question qui me semble aussi très importante, de quelle manière le confort et l'effort en fait vont modifier nos mouvements et comment faire pour que ces conforts, cette efficacité nous aident à trouver une qualité de vie. Ensuite, on va voir d'autres fondateurs, Frédéric Alexander Matthias, qui, lui, il était plutôt, en fait, il était de formation récitant, il était comédien, et à un moment donné de sa carrière, il a eu un empêchement, par exemple, un empêchement au niveau des sa voix, il pouvait plus respirer, et au moment où il s'est prêté à projeter sa voix, du coup, il ne pouvait plus parler, ne pouvait plus émettre de voix. Et là, pareil, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu cette problématique qu'il s'intéressait à développer sa propre approche, évidemment. Et ensuite, il a décidé, comme il n'avait trouvé pas de solution, il avait décidé d'expérimenter soi-même en plaçant des miroirs autour de lui pour voir comment son corps bougeait. Et il s'est rendu compte qu'en fait, qu'il y avait un lien très important entre la tête et la colonne vertébrale. Et c'est ces liens-là où, par exemple, beaucoup de chercheurs en neurosciences, ils se sont rendus compte qu'il était très, très important et de quelle manière, en fait, ce positionnement peut influencer nos postures aussi. Et ensuite, il a continué à développer, en fait, ses recherches et il s'est rendu compte que c'est aussi l'usage qu'on fait de nous, l'usage de soi, qui va déterminer cette posture-là. Et d'une part, prendre conscience évidemment de cette posture va aider à avancer et peut-être changer cette posture, mais ça ne suffit pas. Et ensuite aussi, il a ajouté aussi le fait que même s'il y a cette volonté, il va falloir aussi prendre le temps de ces changements-là. Et du coup, il y a un concept qui parle aussi d'inhibition qui est très important, le fait de prendre le temps pour pouvoir agir et déclencher un changement. Ensuite, il y a un autre fondateur que j'aime beaucoup aussi et que j'enseigne, c'est Joseph Pilates. Il est né en Allemagne,
Il est né en 1883. Et très intéressant aussi parce que, en fait, tout petit, bon, il est né dans un milieu très, très pauvre. Tout petit, il avait des problèmes de santé et surtout, il y avait de l'asthme. Et en fait, c'est le fait aussi qu'il a dû se battre pour améliorer sa santé aussi, qui a, en quelque sorte, l'a donné envie de créer sa méthode en disant que c'est à travers l'activité physique qu'on va en fait améliorer aussi sa santé, mais en même temps, ça va permettre aussi de sortir de sa condition en fait sociale en quelque sorte. Et il a créé énormément de machines. C'était quelqu'un qui était c'était un vrai créateur. Il s'est beaucoup évidemment inspiré aussi de ce qui s'est fait en gymnastique, avec les machines qu'on utilise pour s'entraîner. Et ce qui est super avec ces machines, c'est que ça permet aussi de vraiment de se laisser guider, d'être assisté pour vraiment relâcher, pour être prendre le temps d'être plus dans une prise de conscience, en fait, n'être pas être trop dans l'effort, mais apprendre en fait à bouger tout en étant guidé avec les machines. Ensuite, il y a un autre fondateur aussi, Feldenkrais. Il était russe. Et à l'âge de 14 ans, il décide de partir de la maison pour aller en Palestine. Déjà, on voit aussi la personnalité de cette personne, en fait, très autonome, vraiment un esprit libre. Et ensuite, il a fait des études de physique. Il était à Paris. Et il a été maître des judo, et il a fait aussi, il s'intéressait à d'autres arts martiaux et d'autres arts des combats. Et c'était une blessure du genou qui a fait qu'il a, en fait, ça a changé son parcours professionnel parce que c'était un grand scientifique aussi, c'était un grand physicien. Déjà, il travaillait dans un laboratoire des Joliot-Curie. Mais c'est en 1950 qu'il a décidé au fur et à mesure de créer sa propre méthode pour améliorer, en fait, pour pouvoir guérir au niveau des genoux, au niveau de cette blessure. Et ensuite, cette méthode-là, en fait, il est très inspiré aussi des sciences, des neurosciences. Et où les squelettes, les systèmes squelettiques, les systèmes musculaires, les systèmes nerveux sont évidemment très, très liés avec l'environnement. Et l'apprentissage, ce qui est très important ici, c'est que l'apprentissage est vraiment central. C'est à travers le mouvement qu'on arrive évidemment à avoir des informations de l'extérieur et de nous-mêmes. Et c'est grâce à cet apprentissage, auto-apprentissage, qu'on va pouvoir aussi être autonome et aussi arriver à une certaine maturité pour lui, vraiment d'être libre, en fait, d'être indépendant. Et pour finir, en fait, il y a une autre fondatrice que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, c'est Bonnie Bainbridge Cohen. Elle est née aux États-Unis, elle est encore vivante. Et ce qui est vraiment incroyable chez elle, c'est qu'elle a réuni tous les systèmes qui existent dans notre corps. Pas seulement les systèmes squelettiques, musculaires, cellulaires, il y a le système respiratoire, il y a ligamentaire, des liquides, des fascias, en fait, la graisse, la peau, il a uni tous ces systèmes vraiment pour encore accroître cette conscience de notre corps. Voilà ce que je peux dire pour ces petits résumés des fondateurs et le contexte. Merci Erika. Alors, on sait aussi que la méditation et le yoga ont des origines orientales, donc on ne peut évidemment pas citer tous les concepteurs de ces techniques, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est lié à un parcours personnel et que c'est au fil des années, voire même des siècles, qu'il y a des techniques qui ont été expérimentées et prouvées, qui aujourd'hui, il est intéressant de pouvoir s'en saisir. Alors, on emploie le terme de pratique somatique, pratique douce. Juste en une ou deux phrases, est-ce que tu peux définir le sens du mot, de l'expression pratique somatique?
Oui, le sens a été donné par un philosophe américain, Thomas Hanna, où, il a étudié toute cette pratique et qui lie corps et esprit et cette pratique propose, des manières, d'enseigner l'action et les mouvements et le rôle principal de la perception est vraiment souligné dans cette pratique-là. Et je trouve que c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui lie tout cet ensemble des techniques. Mais s'il y a évidemment en fait quelques principes que je mets en avant et qui permet aussi de mieux comprendre ce que cherchent ces techniques et en fait la conception de ces techniques. D'abord, il y a le corps, il est vu comme un ensemble indivisible. On l'a déjà vu dans les exemples que j'ai donnés des fondateurs. Et les systèmes, en fait, le système est intégral, tout est lié et à voir avec tout, en fait, en quelque sorte. Aussi, la singularité de la personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle à suivre, on ne suit pas un modèle. Il y a tout un travail de soi, en fait, des recherches de soi, où, en fait, à partir des questionnements qu'on se pose, à partir des expérimentations, à partir des recherches, on sait que chacun va avoir une réponse propre. Et du coup, il y a ce respect de la singularité. Et pour finir, on travaille la relation avec soi-même, avec l'autre et l'environnement. Et on sort à peine d'une année de confinement et d'état un petit peu de stress environnant avec la crise sanitaire. Quels sont les constats que tu as pu faire ici et là sur les personnes, sur les individus, sur les collaborateurs en entreprise, les effets du confinement sur l'état physique des personnes? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, en effet, ça basculait beaucoup, nos manières de nous organiser. Déjà le fait de changer d'environnement, d'être à la maison, de devoir gérer, d'autres situations qui nous permettent pas de nous concentrer et peut-être aussi, il y avait des personnes en fait, qui n'étaient pas vraiment, prêtes à avoir, des équipements qui permettaient d'avoir une bonne posture, un siège convenable pour vraiment bien se tenir, une hauteur, c'est tout simplement trouver la bonne hauteur de l'ordinateur pour ne pas fatiguer, pour ne pas avoir la tête qui va en avant. Et le fait aussi, c'est que ça, en fait, ça nous a aussi forcé en quelque sorte à être devant l'ordinateur plus longtemps que d'habitude et où vraiment les solutions étaient en fait le digital, c'était Internet et c'est ça qui en fait peut-être que ça a aggravé aussi la situation. Et de manière générale, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quels sont les principaux bénéfices des pratiques somatiques? On en a entendu déjà certains, mais si on devait faire un petit peu le florilège des bénéfices de ces pratiques. Oui, en effet, il existe plusieurs bénéfices et bon, si on parle du milieu de l'entreprise, un des plus importants, c'est la prévention. Il coûte plus cher en fait, de guérir ces troubles musculo-squelettiques quand ils se trouvent déjà là, installés dans le corps des salariés, que de prévenir. Et la prévention, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que, en fait, on développe cette intelligence somatique. Ça permet déjà évidemment de prévenir, mais si les douleurs ils sont déjà installées, ça permet aussi de les guérir, soit avec des exercices doux, qui permet aussi en fait, s'il y a une inflammation, par exemple, le réveil d'inflammation à travers la relaxation, ça permet aussi, en fait, il y a d'autres bénéfices comme la réduction des stress. Et il y a aussi cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle qu'on peut trouver, car ces pratiques somatiques, elles sont bénéfiques évidemment pour l'entreprise, mais également on peut les appliquer en fait, dans la vie privée, en quelque sorte. Du coup, c'est tous ces bénéfices qu'on peut trouver aussi en pratiquant, soit une fois par semaine, soit au quotidien. En fait, il n'y a pas d'obligation. Plus, mais évidemment, plus on pratique, plus on va vraiment trouver dans notre maison, dans notre corps, déjà une manière de se ressourcer plus rapidement. Et au-delà même de l'aspect santé et prévention,
Dans le domaine plus RH en entreprise, vis-à-vis des compétences personnelles, donc les soft skills, quel lien fais-tu entre ces techniques somatiques et puis ces fameuses soft skills que l'on évoque de plus en plus dans le milieu professionnel? Si je compare les deux pratiques somatiques et soft skills, les pratiques somatiques seront en fait la base. C'est la base pour, en fait, pour déjà démarrer une conscience de soi, pour savoir où on est. C'est-à-dire ce qui nous manque, c'est qu'on souhaite développer comme soft skills. Et aussi, si on parle par exemple, il y a d'autres soft skills comme la confiance de soi, la créativité, l'adaptabilité. Il faut savoir qu'avec cette pratique somatique aussi, en fait, on développe tous ces outils, mais évidemment d'une manière beaucoup plus physique, beaucoup plus corporelle. La revue neurologique en 2020 a décerné le grand prix du livre sur le cerveau à Stéphane Boller, qui est écrivain et conférencier en neurosciences et en psychologie, pour un livre qui s'intitule Bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire notre planète et comment l'en empêcher. Et dans son livre, il nous explique donc comment le cerveau d'Homo sapiens s'est développé lentement au fil des millénaires pour brutalement, en quelques siècles, et avec une forte accélération ces dernières décennies, devoir s'adapter à l'ère de la surabondance, aussi bien en matière de nourriture, d'information, de confort, de liens sociaux. Et en conclusion de son livre, il met en avant la méditation de pleine conscience et ses effets sur le cerveau comme étant une voie possible pour reprendre le contrôle sur des comportements qui peuvent parfois tourner à l'addiction, à la compulsion, et donc pour aller finalement vers plus de modération, de sagesse, de sobriété. Et tout ça en développant le niveau de conscience. Quel lien tu ferais par rapport à ton expérience en matière de pratiques somatiques, donc aussi bien de la méditation, mais l'ensemble des pratiques, entre les pratiques somatiques et les enjeux liés au développement durable et à l'environnement? En fait, si nous ne prenons pas soin de notre corps, comment arriverons-nous à prendre soin de l'environnement? Et ça débute par notre corps, ça débute par nous-mêmes. Par rapport aux objectifs de développement durable de l'ONU, en fait, là, la santé et le bien-être fait partie, en fait, c'est le troisième objectif, il me semble, qui met en avant l'ONU. Et dans les pratiques somatiques, ce qui est très, en fait, ce que je trouve assez pertinent, c'est le fait aussi de créer un espace-temps où tout peut être possible. Et je pense qu'aujourd'hui, il manque ces espaces-temps de liberté pour pouvoir explorer d'autres possibles. Et évidemment, dans les pratiques somatiques, c'est d'autres possibles avec son corps. Et avec la méditation aussi, c'est on crée cet espace-temps, un espace-temps où on est, en fait, on n'est pas dans une productivité, on n'est pas dans, en fait, il faut vraiment être dans un objectif qui nous amène vers un sens déterminé. C'est plus être vraiment à l'écoute pour voir, en fait, pour savoir, pour sentir, en fait, ce qui est le mieux pour nous. Et c'est vraiment cet espace-temps qu'il est nécessaire, il me semble aujourd'hui, pour, en fait, pour donner des réponses qui sont beaucoup plus concrètes, adaptées à notre environnement et pas agir d'une manière rapide sans réfléchir. C'est plus dans ce sens-là, il me semble. Merci Erika. Maintenant, Jean-Luc va nous rejoindre pour réagir à tes propos. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous. Je vais présenter rapidement ton parcours. Tu es un entrepreneur et un homme de médias. En 1992, après avoir revendu une première société de création audio et vidéo qui s'appelle Sonacom, créée 7 ans plus tôt, tu as commencé par développer des activités de conseil stratégique en termes de communication. Et tu es notamment engagé et très actif au sein de l'écosystème de l'assurance, de la prévoyance et de la finance. On peut dire que tu es passionné et productif, parce que tu es l'auteur d'une douzaine de rapports. Tu conçois également très souvent des enquêtes d'opinion. Tu es le créateur et directeur de publication d'une plateforme de production et de diffusion de contenu
s'appelle Vovox et qui édite un média en ligne, l'assurance en mouvement, également des web TV. On peut citer Assurance, Prévoyance et Courtage TV, trois chaînes importantes chez Vovox. Des événements incontournables dans le secteur comme les trophées de l'assurance ou T-Day Insurance. Et puis des magazines. Dessine-moi la gestion de patrimoine, par exemple, à destination des gestionnaires de patrimoine et banques privées, que tu as ensuite décliné avec Dessine-moi une mutuelle, une complémentaire santé ou encore Dessine-moi l'assurance. Et il y a quelques chaînes podcast, Assurance Podcast notamment. Tu es aussi l'auteur d'ouvrages tels que Ces personnalités qui fabriquent l'assurance de demain et un autre ouvrage qui s'appelle L'engagement mutualiste de l'avenir. Tu es par ailleurs le créateur et l'animateur d'un Do Tank et du réseau Les Talents de l'assurance. Et puis comme les journées sont bien remplies dans ta vie d'entrepreneur, tu es aussi conférencier, animateur, formateur et enseignant auprès de multiples cibles professionnelles sur des thèmes liés à l'innovation de rupture notamment. Donc Jean-Luc, tu es avec nous depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que les propos d'Erika t'ont inspiré? Écoutez, merci vraiment de m'accueillir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'étais ultra attentif à écouter les propos d'Erika. Finalement, on retient bien que ce qu'on a envie de retenir ou ce qui fait référence à des expériences du passé. Donc, effectivement, moi, dans ce rapport au corps, que je n'ai pas la compétence, tout le monde le sait, sur les pratiques somatiques d'Erika, mais ce rapport au corps a fait référence pour moi à des expériences aussi professionnelles et privées. Ce rapport au mouvement que vous avez évoqué par l'intermédiaire, par exemple, d'une magnifique danse que je crois que c'est Mickaël dans son introduction qui a fait référence. Le tango, où il faut s'exprimer corporellement, il faut donner le meilleur de soi, tout en essayant d'avoir un rapport au corps, à l'autre, un peu différent et compliqué parfois. Et ça, je vous dis ça parce que ça fait écho dans mon histoire personnelle, au-delà de ce que vous avez cité, Mickaël. J'ai pratiqué ce qu'on appelle les danses de salon. J'ai fait quelques concours de danse de salon. Pour l'anecdote, ça n'intéresse personne, mais ça a un vrai lien avec notre sujet. Et quand on pratique effectivement le tango, la samba ou un certain nombre de danses, on fait très attention à son corps, à son rapport avec ses propres mouvements, son rapport au mouvement. Et on a aussi une attention très développée par rapport au corps de la personne avec qui l'on danse. C'est ce qui est difficile en fait dans la danse et ce qui est magnifique en même temps, c'est qu'on a une gestion multiple de ses propres sentiments, de ses propres sensations, de son propre corps, avec la réaction ou l'action du corps de la personne avec laquelle on danse. Donc ce rapport au corps est pour moi a guidé un petit peu ma vie privée, mais aussi ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait quelques années, quelques concours internationaux. Et donc voilà, moi je ne suis pas un professionnel des pratiques somatiques. Par contre, je comprends très bien ce qu'Erika vient de nous dire dans la nécessité d'avoir effectivement la capacité à pouvoir la connaissance de soi-même. D'ailleurs, je crois que c'est Socrate qui avait repris cette devise « Connais-toi toi-même ». Se connaître est fondamental. La seule pour terminer, la seule petite remarque que j'aimerais faire, c'est que je pense qu'il faut avoir le temps de cerveau disponible dans son quotidien pour avoir cette capacité à pouvoir gérer son corps, ses mouvements, son rapport à l'autre, son rapport dans l'ensemble des choses qui nous entourent. Oui, en effet, en fait, la danse comme en fait les pratiques somatiques ou d'autres parties corporelles nous aide vraiment à prendre conscience de nous-mêmes, en fait, de nos interactions avec les autres. Et la danse tango est très fort pour ça. Et du coup, évidemment, dans ces contextes-là, on pourrait dire que ça nous permet de développer plein d'outils, plein de capacités pour interagir, pour communiquer d'une autre manière. Mais évidemment, on pourrait
ces pratiques, on pourrait les transposer dans d'autres milieux, car en fait, dans le milieu du travail aussi, en fait, on se trouve qu'on a interaction avec d'autres personnes, qu'on doit faire avec nos corps, et que les corps aussi ont un langage, et que ça dépend comment je me positionne, ça va permettre soit de créer de l'empathie ou de s'enfermer complètement. En fait, il y a plein de choses en fait qui peut-être que parfois on peut négliger, mais que le corps lui-même, il envoie beaucoup d'informations lorsqu'on communique avec d'autres personnes. Et évidemment, il va falloir avoir beaucoup de temps peut-être pour pratiquer toutes ces choses-là, mais je pense aussi que c'est très important de se dire en fait quelle est sa priorité en fait. Et c'est qui, pour moi, en fait, c'est qui est magnifique dans les pratiques somatiques, c'est que ça permet aussi de créer des espaces-temps, en fait, où on peut vraiment se permettre ces choses-là. On ne pourra pas tout faire, mais ça permet de vivre aussi autrement, de se permettre de vivre autrement, plutôt qu'être dans la course effrénée, d'un objectif précis, vraiment d'être dans quelque chose qui est pour nous en fait. Et c'est là peut-être qu'il peut surgir la créativité, qu'il peut surgir quelque chose de complètement différent, inattendu en fait. Alors Jean-Luc, tout à l'heure, Erika a évoqué les conséquences du confinement sur le corps. Et malgré le fait qu'on a traversé une année où on cherchait à tout prix à se soigner, à prévenir des maladies, d'un autre côté, le sport était absent. Et en même temps, il y a un certain nombre de décrets qui sont entrés en vigueur, qui ont amené le concept de sport sur ordonnance. Donc ça montre l'importance que l'on donne aujourd'hui aux pratiques sportives, quel que soit le niveau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur déjà ces fameux décrets, et puis de manière plus générale, comment le monde des assurances et mutuelles se sont positionnés sur ces sujets? Oui, alors moi je ne suis pas trop fan de la sémantique sport sur ordonnance, mais ça correspond bien en fait à une fonction un peu régalienne en France qui consiste à appliquer ce que le pouvoir public, même si c'est un fondement très positif de pouvoir faire du sport, il faut que ça soit décidé par la réglementation. Effectivement, le 1er mars 2017, il y a eu un décret qui a permis effectivement à ce que l'activité physique adaptée mais prescrite par un médecin aux maladies chroniques. Attention, il faut être effectivement en ALD et avoir une maladie chronique, pouvait se concevoir. Et donc, c'est une forme de ce qui est positif, ultra positif, c'est une forme de reconnaissance en fait officielle du sport comme de certaines façons, vous savez qu'en France, on est beaucoup dans le curatif, mais comme un médicament, comme quelque chose qui va pouvoir, et les statistiques le montrent, moi je suis qu'un observateur, les statistiques le montrent clairement, l'activité physique a démontré son efficacité en améliorant la qualité de vie, certes, ses équilibres, mais aussi en réduisant les limitations, qu'elles soient fonctionnelles et éventuellement les prises médicamenteuses. Ça, c'est clair. Les assureurs, comme l'assurance maladie, d'ailleurs, le surveillent très, très, très bien et l'analysent très, très, très bien. Donc, il y a un effet qui n'est plus à contester de l'impact du sport sur sa santé, à minima sa santé physique. Alors aujourd'hui, effectivement, le médecin, il peut prescrire une activité physique adaptée pour, je le disais, les patients atteints d'affections de longue durée. Ça fait près de 11 millions de personnes en France. Hein. C'est loin d'être neutre, voire le double si on considère l'ensemble des maladies chroniques en France. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif. C'est la réglementation qui nous a donné cette opportunité. Donc, on peut, même si on regrette que tout soit ultra réglementé, pour le coup, c'est une bonne dynamique. Donc, les Français ont commencé à le pratiquer, puisque depuis 2017, les médecins peuvent le faire, mars 2017, je rappelle. Alors, effectivement, les Français ont reçu, dans certains cas, hein, il y a eu un sondage fait par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire mi-2019, qui, voilà, 50% des Français ont reçu de la part de leur médecin des recommandations pour exercer une activité physique. Donc ça, c'est plutôt positif, mais il semblait à l'époque qu'il y avait un manque de suivi derrière cette prescription, cette ordonnance, pardon, puisqu'il n'y avait plus qu'un Français sur 4 qui aurait commencé, alors on ne sait pas s'il l'a terminé, mais en tout cas, qui aurait commencé cette activité sportive suite à la recommandation de son médecin. Donc,
c'est somme toute une très bonne décision, même si elle est, je dirais, même si elle vient de la réglementation dans un premier temps. Alors, quel est le rôle de l'assureur dans ce cadre-là? Ben, l'assureur qui, vous le savez, veille à votre santé d'une certaine façon, puisque dans un premier temps, il vous indemnise sur vos pathologies existantes. Et là, on n'est pas en prévention primaire, on est vraiment sur les pathologies existantes. Donc, l'assureur vous indemnise sur la mutuelle, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, elle vous indemnise, elle vous permet effectivement de rembourser vos frais de santé, mais l'assureur essaye aussi d'être en anticipation de risque, c'est-à-dire qu'il essaye de se mettre un petit peu en cran en avant pour permettre effectivement à ce que ces clients, ces assurés, aient moins de pathologie et moins de risques de faire quelque chose qui puisse atteindre sa santé. Donc les assureurs sont actifs et remboursent d'une certaine façon par des forfaits, remboursent les pratiques, qu'elles soient somatiques, qu'elles soient physiques, dans le cadre d'un contrat qui est signé par les deux parties. Donc c'est vrai que le développement du sport par ordonnance est un enjeu, à mon avis, de santé publique, même si j'aime pas le terme sport par ordonnance. Il est un peu restrictif de mon point de vue, mais en tout état de cause, c'est cohérent par rapport à cette volonté de faire attention à soi, de faire attention à son propre corps. Et après, je pense qu'il faut effectivement, me semble-t-il, l'étape d'après, peut-être en termes de réglementation, en tout cas d'action de l'assurance maladie et des assureurs, c'est au-delà de favoriser par le dispositif financier l'accès à une activité sportive, je pense qu'il serait bien qu'ils puissent aborder le suivi des séances. Est-ce que ces activités prescrites par le médecin ont été suivies? Est-ce qu'elles ont eu des effets positifs sur la santé? Est-ce qu'il y a eu des indicateurs de santé que l'on peut observer suite à ces actions? Et est-ce qu'in fine, la personne se sent mieux et ou à diminuer ses risques? Voilà, on a une obligation de moyens aujourd'hui sur le sport sur ordonnance, mais pas de résultats. C'est un peu dommage, mais ça va venir. Erika, Jean-Luc vient de parler de pratiques adaptées. À quel point, quand on parle de pratiques somatiques, on s'adresse à un public large? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Est-ce qu'il y a des conditions physiques préalables à ces pratiques? Oui, en fait, ce qui est hyper intéressant avec les pratiques somatiques, c'est qu'elles s'adressent à tout le monde. On n'est pas forcé d'être un grand danseur ou un grand comédien ou en fait être un sportif de haut niveau pour vraiment pratiquer ces méthodes. C'est pour tout âge. C'est tout âge, même très, on pourrait avoir 4 ans ou voire plus, on pourra continuer à pratiquer ces méthodes. Ils sont vraiment, elles s'adaptent à tout milieu, c'est-à-dire qu'on peut être dans le milieu associatif, on peut être dans le milieu thérapeutique, médical, on peut être dans la réhabilitation. En fait, elles sont aussi un bon moyen pour développer la créativité aussi dans le milieu artistique. C'est vraiment en fait la force des pratiques somatiques, c'est qu'elles sont en fait foisonnantes des questions et elles amènent aussi des méthodes douces qui permet en fait déjà de s'installer sur un tapis où on n'a pas forcément besoin d'avoir un grand espace vraiment pour le faire. Du coup, c'est pour tout le monde et c'est vraiment très facile à le mettre en place. Même ici, en étant ici assis sur cette chaise, déjà, je pourrais même faire cette méthode-là, c'est-à-dire que déjà de sentir mon corps, de faire quelques mouvements d'épaule, quelques mouvements des têtes, d'enrouler la tête en avant, en arrière. Déjà, en fait, c'est cette prise conscience de la respiration, du mouvement, c'est de la direction que je donne à ma colonne vertébrale. Déjà, en fait, c'est beaucoup, en fait, c'est qu'on fait pour son corps, pour en fait avancer et pratiquer ces méthodes. Du coup, c'est un petit exemple, mais ce qui est fascinant, c'est il y a plein de possibles et partout. Évidemment, si on peut être dans le parc, ça serait encore mieux aussi, mais bon, si c'est pas possible, à la maison, assise, voilà. Et Jean-Luc, vis-à-vis du monde de l'assurance, justement, qui pousse un certain nombre d'outils et de solutions pour aider
les adhérents dans cette prévention qui amène également à créer de la donnée de santé. Est-ce que, d'une part, les acteurs privés sont totalement légitimes pour se positionner sur ce terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive autour des données personnelles de santé? Alors, pour remettre dans le contexte, je pense qu'il faut partir de la base de notre système de santé. C'est-à-dire qu'en France, me semble-t-il, nous avons un système de soins, mais je pense qu'on n'a pas encore un système de santé avec une vraie stratégie une politique de santé. On a une organisation des soins, on a des hôpitaux, un système hospitalier et privé qui est de grande qualité, mais on n'a pas cette politique de santé. Voilà, donc ça c'est un contexte, me semble-t-il, assez structurant quand on parle sur l'organisation de la santé en France. Et la position des assureurs, elle est aussi liée par rapport à la position de l'assurance maladie, où on est plus dans le curatif aujourd'hui que dans le préventif également. Donc on va plus se soucier des effets que des causes. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, comment se situons-nous par rapport à ce constat? Et si on part du principe que c'est comme ça, bah oui, les assureurs dépensent beaucoup d'argent en amont, c'est-à-dire ça se voit pas forcément, c'est pas forcément très visible des assurés, des clients, mais ils dépensent un certain nombre d'argent pour éviter que leurs clients tombent malades, pour qu'ils aient une pratique sportive ou une pratique somatique. Donc, ils investissent en communication, en sensibilisation, en pédagogie et en action maintenant, avec effectivement le dispositif qu'on a vu tout à l'heure du sport par ordonnance, où il complète effectivement la dimension indemnitaire. Donc, mais malgré tout, on a quand même, observant un petit peu notre système de santé, on a aujourd'hui, alors, hors période de Covid, hein, bien sûr, le financement public a nécessité d'équilibre comptable. On le voit aujourd'hui, enfin avant le Covid, il fallait équilibrer à tout prix les comptes de la sécurité sociale. C'est juste un constat, hein, c'est pas voilà. Et on a des financeurs, et donc du coup, on est dans le curatif et on est dans l'organisation des soins, mais on n'est pas dans la politique de santé. Donc oui, les assureurs sont légitimes, me semble-t-il, dans ce système-là, à se positionner pour le bien-être assez général de leurs assurés. Ils ont tous des réseaux de santé d'ailleurs, hein, ça ne se sait pas, mais pratiquement tous les assureurs peuvent donner accès à leurs assurés à des réseaux de santé, et ce sont des accords depuis de très très longues années, sont des acteurs qui ont investi beaucoup d'argent dans la prévention, que ce soit la prévention secondaire ou tertiaire, ou que ce soit la prévention primaire. Alors, sur le sujet des data, des données de santé, alors c'est vrai que ça fait la une de beaucoup de magazines qui cherchent à retrouver des lecteurs, mais de mon point de vue, soyons un petit peu sérieux, l'assureur n'est pas le seul. L'assureur, nativement, a des données, ne serait-ce que sur vos remboursements, depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas nouveau, donc il a des données, il gère vos remboursements. Donc, je pense qu'il faut arrêter cette espèce de fantasme. On a une réglementation très bien faite en France. Je ne parle pas pour les autres pays, mais on a une réglementation très bien faite. Arrêtons ce fantasme de croire que nos données de santé vont être absorbées pour je ne sais quelle utilisation. On ne se pose pas la question quand on utilise Google, on ne se pose pas la question quand on utilise une balance connectée. Si vous tapez diabète sur Google, vous savez que vous avez été identifié comme avec des probabilités fortes, comme quelqu'un ayant le diabète. Est-ce que ça gêne aujourd'hui des gens? Oui, et si ça gêne, eh ben, ils ont la capacité de pouvoir activer des éléments sur leur ordinateur pour ne plus avoir ce genre de données qui soient forcément utilisées à leur encontre. Alors voilà, aujourd'hui, on fait 3 clics sur certains clics et on a 100 cookies qui sont générés. Donc, je crois qu'il faut dédramatiser le sujet. Moi, j'ai une vision très personnelle de la gestion de la donnée, en fait. Je pense que ces données sont confidentielles. J'ai une vraie conviction pour dire que la donnée de santé, est confidentielle, que l'aspect du traitement et de l'utilisation des données doit être confié à des médecins. Faut-il encore qu'ils s'en servent et qu'ils veulent bien s'en servir? Et je pense que la donnée de santé est une vertu individuelle et une vertu collective. C'est-à-dire que la donnée de santé, mes données de santé me permettent de mieux connaître mes indicateurs de santé que je ne peux pas forcément identifier en tant que tel dans ma vie quotidienne avec mon temps de cerveau peu disponible. Donc, j'ai des indications sur mes données de santé, mais elles ont une vertu essentielle et qui pour moi est le vrai
cœur du sujet. Sur les données de santé, c'est la santé collective, c'est la donnée à vertu bienfait collectif. C'est-à-dire que si on pouvait, je prenais l'exemple du diabète tout à l'heure, mais si on pouvait récupérer l'ensemble des données de santé des diabétiques qui sont excessivement nombreux, je pense qu'on pourrait faire des bons au niveau de la recherche. Alors, je ne suis pas médecin, mais je les ai entendus en parler, et c'est vrai que la data, ce que j'appelle la data mutualisation, c'est-à-dire que la donnée de santé a vocation à intérêt individuel, mais à vocation collective, anonymisée, sécurisée, avec effectivement une souveraineté numérique du pays qui l'organise, la France en l'occurrence, est pour moi assez fondamentale, et je ne voudrais pas que les petites questions sur les données de santé individuelles nous fassent louper le coche de la donnée de santé collective. Oui, les assureurs ont de la data. Oui, ils ont un rôle à jouer dans la prévention, dans la meilleure santé de leurs clients. Il faut qu'on garde une souveraineté numérique sur la gestion de cette data. On en reparlera peut-être, mais le gouvernement s'y attelle pour 2022, si tout va bien. Il faut restaurer un climat de confiance et garantir la sécurisation des données, mais il faut effectivement donner accès à certains, en fonction de la volonté de chacun, ou pas, à nos données de santé. Je fais parfois un amalgame qui en choque quelques-uns, mais parfois on donne bien notre corps à la science, un organe. Pourquoi ne pourrions pas, pour le collectif, donner des données de santé? Et toi, Erika, dans tes activités, comment tu vois arriver l'ensemble de ces objets connectés et applications qui aident à prendre conscience de son corps, à méditer et toutes ces pratiques? Oui, ces outils peuvent être peuvent être très bénéfiques pour nous aider à mieux suivre nos avancées si on parle des techniques. Ça nous permet aussi sans besoin d'avoir un prof à présentiel, ça nous permet aussi de pouvoir le faire tout seul, en semi-autonomie. Et déjà, je trouve que c'est aussi bien. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser les outils. Les outils sont là. La technique peut nous aider à avancer. Après, évidemment, toujours avec un regard critique et voir de quelle manière ces données sont utilisées, pour quelles fins. Et je pense qu'à chaque fois, c'est très important de mettre en avant ça, c'est-à-dire si ces données-là sont utilisées, pourquoi, en fait, quel est l'objectif et comment ils vont être utilisées ces données. Mais on utilise de plus en plus des outils, par exemple la montre, c'est un bon outil aussi qui nous permet de suivre notre rythme cardiaque et nous avancer si on fait pas mal de jogging. Ce sont des choses qui sont pratiques et en fait qui peuvent nous aider vraiment à avancer. Mais tout dépend vraiment comment sont utilisées ces données. Si sont vendues à un autre insu, évidemment, là il y a un vrai problème. Et je pense qu'il faut être vraiment très transparent vis-à-vis de l'utilisation de ces données. Et j'espère que l'Europe, l'État, il pourrait vraiment bien canaliser, bien réglementer cette utilisation des données. Alors, si on revient au monde de l'entreprise d'une manière générale, on voit que c'est une tendance forte de développer les conditions du bien-être et de la santé. Et comme toute tendance forte, il peut aussi y avoir des dérives. Jean-Luc, est-ce que de ce point de vue, quand on voit par exemple toute la mouvance du bonheur au travail et parfois d'un marketing très fort autour de la qualité de vie au travail, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans finalement le cosmétique et de passer à côté de l'essentiel? Oui, oui, le risque est présent, mais je pense qu'il faut il faut penser au fond. Je pense qu'on passe aujourd'hui un tiers de notre vie active, enfin dans des conditions traditionnelles et normales, à travailler, sans compter les transports dans l'entreprise. Donc le lieu de travail est probablement, je ne suis qu'un observateur, mais le principe, on le voit dans les statistiques, le premier responsable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail aussi. Donc il y a une obligation de moyens renforcée de l'employeur.
Donc oui, incontestablement, l'entreprise doit protéger la santé physique, la santé mentale des travailleurs, et personne ne conteste que la prévention est aujourd'hui un levier de performance pour les entreprises. Alors le pas à faire, me semble-t-il, c'est que de considérer que c'est un investissement plutôt qu'un coût, me semble-t-il. En tout cas, certaines entreprises le voient comme un investissement, mais on est encore très loin d'avoir abouti. La plupart le voient comme un coût. Alors moi, je suis un peu sceptique, entre guillemets, je suis ultra favorable à ce qu'effectivement l'entreprise soit un lieu de bien-être, un lieu de prévention. On l'a vu que c'était une obligation déjà de l'employeur, mais en tout cas de réalisation de soi dans le cadre de son travail. Mais je pense que le bonheur ne se décrète pas nulle part. Je vais dire, qui peut décréter donner le bonheur aujourd'hui sur cette planète? Alors, je pense qu'un CHO, Chief Happiness Officer, c'est effectivement dans son aspect tout du moins sémantique, c'est un leurre, me semble-t-il, sur la forme, et sur le fond, c'est un véritable gadget. Il n'y a pas de science du bonheur, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dire comment faut-il faire pour être heureux en entreprise. Ça n'a aucun sens sur le fond et sur la forme. Par contre, effectivement, il y a un vrai besoin de faire de l'entreprise un lieu de bien-être, un lieu d'équilibre, mais qui peut se permettre de faire le bonheur des salariés, des collaborateurs. Je veux dire, c'est complètement surréaliste. Donc, je pense que ce métier, je n'en veux pas aux personnes qui l'exercent, hein, mais ce métier n'aura aucune visibilité dans l'après-Covid. On va rentrer, me semble-t-il, aux vrais fondamentaux, c'est-à-dire des équilibres. C'est une vraie réflexion sur le travail et les conditions dans lesquelles il s'exerce. C'est un équilibre entre les salariés entre eux. C'est la possibilité de faire de l'exercice pendant son travail. C'est pas un management cosmétique, pardon, qui va imposer une norme normative du bonheur qui doit dire le bonheur c'est ça et vous allez tous le faire en même temps. Ça n'a aucun sens. Donc je pense que il faut et ça a même des effets. Alors je ne vais pas aller sur les effets pervers que génère ce type d'action, mais je pense que dans quelques années on n'en parlera plus. On doit se concentrer sur le fond. Le fond, c'est effectivement, on regarde les stats et c'est très très clair. L'exercice, le bien-être mental, le bien-être physique réduit statistiquement l'absentéisme. Donc les conséquences même des arrêts de travail les arrêts de travail sont réduits. Enfin, je veux dire, vous pouvez regarder toute la littérature possible sur ce type de statistiques et vous le verrez, c'est incontestable, personne ne le conteste. Alors après, il faut voir dans quelles conditions c'est fait exactement, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers cette notion de bien-être au travail et arrêtons avec le bonheur, quoi. C'est insupportable. Erika, de ton côté, est-ce que tu aurais un conseil à donner au monde de l'entreprise qui souhaite se saisir des pratiques somatiques pour toute leur profondeur et leur potentiel et éviter de tomber finalement plus dans de l'animation superficielle? Oui, je suis d'accord avec Jean-Luc. Il ne faut pas imposer un certain bonheur. Évidemment, nous tous, nous cherchons le bonheur, nous cherchons le bien-être et l'épanouissement. Et c'est surtout par exemple, dans ma spécialité, les pratiques somatiques, où il y a toujours des questions ouvertes, où vraiment c'est à chacun de trouver ses sens qu'il veut donner. Et il me semble que oui, il faut agir d'une manière beaucoup plus profonde. Il faut vraiment se poser des bonnes questions, et évidemment au niveau des les salariés ou les dirigeants d'entreprise. Lorsqu'il met en place une activité, quel est l'essence qu'il donne à cette activité? Est-ce que c'est pour une simple animation, pour passer le temps, voilà, ou est-ce que c'est encore plus profond? Est-ce que c'est lié à d'autres dispositifs qui ont été mis en place pour vraiment améliorer une qualité de vie au sein de l'entreprise? Du coup,
en fait, c'est clair qu'aujourd'hui, nous traversons une crise de la sensibilité et nous, en fait, de quelle manière nous nous connectons à nous-mêmes, aux autres, à l'environnement, ça, c'est vraiment pour moi, ça, c'est la base, c'est hyper important. Et il ne faut pas perdre de vue ça. Si on perd de vue ça, ça va rester une simple activité. Évidemment, ça va nous faire du bien. Ça va être bénéfique. On va sentir une relaxation, un bien-être. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il faut aller encore plus loin en se posant les vraies questions et vraiment que ces questions soient incarnées. Si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas partagées, je pense que peut-être qu'on est en train de perdre notre temps. J'espère qu'en tout cas, nous n'aurons pas perdu notre temps aujourd'hui tous les trois. Merci Erika et Jean-Luc d'avoir participé à l'émission qui touche à sa fin. Je vous invite à suivre la page Facebook et la chaîne YouTube pour suivre les prochaines émissions du Grand Rebond. Merci à vous deux. Merci.